Aujourd'hui, c'est le cœur de l'Union européenne qui est attaqué. Pour la première fois depuis 1991, le commerce extérieur allemand enregistre un déficit. C'est un déficit de 1 milliard d'euros alors que l'année dernière, à la même époque, l'Allemagne réalisait un excédent de 13 milliards d'euros. Tandis que Bruno Le Maire ne croit pas à la récession, et que je vous expliquais dans cette vidéo que la BCE non plus ne croit pas dans une récession, comment expliquer que les représentants du Conseil fédéral suisse, par exemple, interviennent publiquement pour que la population fasse des stocks et se prépare à une crise difficile. Simonetta Sommaruga et Karin Keller-Sutter ont publié une tribune pour pointer les dangers de cette crise, tandis que Guy Parmelin, conseiller fédéral à l'économie, appelle directement la population à se constituer des réserves de fuel. Alors, la faute à Poutine et au Covid, ou y a-t-il plus derrière tout cela? On voit tout ça ensemble et surtout, je vous donne des pistes pour vous préparer. Allez, c'est parti! D'un point de vue macroéconomique, si l'on admet que l'Union européenne puisse être une construction politique qui a de l'avenir, elle avait deux grandes forces jusqu'à aujourd'hui. La première, c'est la capacité de l'Allemagne à exporter dans le monde afin d'assurer une balance commerciale extérieure positive. La deuxième, c'est sa constellation de pays de l'Est à bas coût qui permettrait en théorie de réindustrialiser l'Union européenne. La conjonction de ces deux forces permettait d'expliquer que théoriquement, les excédents allemands auraient pu permettre de financer l'industrialisation des pays de l'Est. Aujourd'hui, ce narratif est mort et enterré car l'Union européenne est étranglée par la crise énergétique. D'un côté, les usines allemandes sont en train de s'arrêter. Lorsque vous lisez dans les journaux que l'augmentation des prix de l'énergie sape les exportations allemandes, cela signifie concrètement que des usines s'arrêtent car il n'y a pas assez d'énergie pour tout le monde. C'est bien cela qui nous amène à la récession actuelle. Et c'est pour ça que le prix de l'énergie commence à baisser ces derniers jours. Regardez les prix du pétrole sur 3 mois. Voici le processus. Au début de la hausse, ce sont les marges des industries qui s'amenuisent jusqu'à disparaître. Ensuite, des usines commencent à fermer, ce qui amorce la récession. C'est à ce stade que les excédents commerciaux allemands deviennent des déficits. Une fois la récession bien ancrée, le prix du baril baisse au fur et à mesure que les usines s'arrêtent. Nous en sommes là aujourd'hui. Enfin, le prix du pétrole repart à la hausse seulement lorsqu'il est suffisamment bas pour que les entreprises encore en vie recommencent à faire des profits. Le truc, c'est que la Russie n'a pas coupé entièrement ses approvisionnements en gaz. Dit autrement, nous vivons un avertissement. Si l'Union européenne persiste dans sa guerre contre la Russie, alors il se pourrait bien que nous n'ayons plus du tout de gaz russe dans les semaines qui viennent. Dans ce cas, nous repartirons pour un tour de récession car comme je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, il n'y a pas de substitut en quantité durable et sur le long terme à la majorité des volumes du gaz russe. Enfin, dernier élément, les sanctions de l'Union européenne imposées à la Russie et ses pays amis pèsent fortement sur le tissu économique allemand qui est fondamentalement exportateur. C'est un tour de vis supplémentaire qui pèse sur le tissu économique des pays de l'Union européenne. Pour faire simple, tant qu'il y aura des tensions sur l'énergie et des tensions avec la Chine, l'inflation sera durable, tout comme la récession. Encore une fois, mon propos n'est pas de savoir si c'est bien ou mal de faire cette guerre par procuration à la Russie. En tant que financier, je me contente de vous rendre compte des conséquences de ces choix. En tout cas, sachez qu'au Parlement européen, tout comme à Paris dans le bureau d'Emmanuel Macron, nos dirigeants sont persuadés que ce conflit est moral et nécessaire pour lutter contre la menace russe. Peu importe votre opinion ou la mienne, je vous dis seulement cela pour que vous compreniez que ces choix qui sont destructeurs pour notre épargne sont totalement assumés par ces dirigeants. De leur point de vue, ils ne font pas d'erreur qu'ils devraient corriger. Ils sont en train de se battre pour défendre la liberté. Votre patrimoine et vos emplois sont donc un sacrifice nécessaire qu'ils sont prêts à faire. Emmanuel Macron a d'ailleurs déclaré « La Russie ne peut ni ne doit gagner ». Au moins, vous êtes prévenus, à la fois par les marchés et par le président français. Alors peut-être que la Russie perd cette guerre, je ne sais pas car je ne suis pas spécialiste militaire. Mais en attendant, quand je regarde la carte de l'Ukraine, la Russie conquiert toujours plus de territoire au fur et à mesure que le temps passe. Venons-en au marché. Je vous rappelle que Charles Gave et Didier Darcet ont pris position publiquement et fermement sur une chute gravissime des marchés à venir depuis le 1er juin 2022 avec ces deux articles. Tous aux abris pour l'Institut des Libertés par Charles Gave le 30 mai et World Crash Ahead pour Gave Caliès et Didier Darcet le 1er juin. J'ai largement analysé leurs travaux sur cette chaîne et je vous invite à voir cette vidéo en particulier si vous voulez comprendre pourquoi cette fois c'est grave. Sur Grand Angle, nous n'avons pas pris une position ambiguë. Clairement, nous vous appelons à vous préparer sérieusement car l'hiver arrive. Alors, comment se préparer? En ce qui concerne votre épargne, les premiers gestes que je rappelle sont de se débancariser puisque le système bancaire ne tient que par le soutien financier que lui apporte la Banque Centrale Européenne.
La mécanique est simple, les banques commerciales achètent de la dette des pays de l'Union européenne en sachant que la BCE les lui rachètera pour moins cher. C'est comme ça que la BCE a émis énormément d'argent dans le système financier. La Société Géniale achète de la dette italienne à 1% et la BCE la lui rachète à un taux de moins 2%. La banque fait sa marge et continue d'opérer, les taux de l'Italie baissent et tout le monde est content. Comme vous le voyez sur ce graphique d'Olivier Berruyer, qui fait du très bon boulot au passage, les achats mensuels de la BCE sont aujourd'hui stoppés, ce qui pose tout un tas de problèmes dans l'eurosystème car les prix des obligations européennes commencent à diverger furieusement au risque de nous replonger dans une nouvelle crise de l'euro comme en 2012 sur certains aspects. Sur ce graphe, vous voyez le spread, donc la différence entre les taux italiens et les taux allemands. Il repart furieusement à la hausse en très peu de temps et à la différence de 2018-2019, la BCE a coupé ses injections monétaires à cause de l'inflation. Donc la hausse de ce spread de cette année n'est pas du tout comparable à celle de 2019. D'ailleurs, les marchés financiers le sentent bien et commencent à se couvrir d'une défaillance obligataire sur les entreprises les plus fragiles en vue d'une récession due à l'inflation et du risque de fragmentation de la zone euro. Ce que vous voyez là sur ce graphique, c'est l'explosion des coûts des CDS pour Credit Default Swap qui permettent de s'assurer contre la défaillance d'un sous-jacent financier, en l'occurrence la catégorie Junk Bond en Europe. Donc logiquement, la BCE a annoncé lancer un dispositif anti-fragmentation pour faire revenir les taux italiens dans l'épure des taux allemands. Le principe est simple, la BCE propose de classer les pays de la zone euro en 3 groupes, les riches, les pauvres et les pays entre les deux. Attention, la richesse avec la BCE, c'est un peu comme la richesse avec François Hollande. Le seuil est très bas, puisque la France, avec ses 80 milliards de déficit budgétaire par an et ses 2900 milliards de dettes au bas mot, soit 120% du PIB, figure sur la liste des pays riches. Enfin bref, la BCE souhaite donc vendre des obligations des pays riches et acheter dans le même temps la dette des pays pauvres, dont les taux divergent. Elle veut donc vendre des dettes de pays endettés pour acheter des titres de pays encore plus endettés. Faire cela reviendrait à faire monter les taux allemands et français pour faire baisser les taux grecs et italiens. Cela aurait pour conséquence de moyenner tous les taux à la hausse dans la zone euro aux dépens des pays supposés riches. Mais sinon, oui, ça marcherait. Sauf que voilà, cette idée n'enchante pas les Allemands qui sont réputés riches alors que leur modèle économique d'exportation en dehors de la zone euro grâce à la consommation de gaz russe pour faire tourner les usines est cassé. C'est pour cela que j'ai titré cette vidéo « L'Union européenne attaquée au cœur ». Si l'Union européenne veut survivre, il faudrait que l'Allemagne réinvestisse l'argent en quelque sorte qu'ils ont gagné pendant 20 ans en exportant dans la zone euro, puisque c'est avant tout le taux de change à 1 pour 1 dans toute la zone euro qui leur a permis d'exporter autant. Je ne me prononce pas pour l'Allemagne, mais si elle veut que la zone euro survive pour conserver ses clients, cela pourrait être une solution. De plus, on connaît très bien cette somme puisqu'elle est comptabilisée dans la fameuse balance Target 2 qui comptabilise la circulation des euros d'un pays à l'autre de l'eurozone. Dans ce cas, l'Allemagne pourrait réinvestir jusqu'à 1200 milliards environ. Sauf que voilà, l'Allemagne a investi des centaines de milliards dans l'éolien et le solaire, qui sont deux énergies certes renouvelables, mais totalement dépendantes du gaz pour fonctionner. Et oui, pour que l'énergie éolienne et solaire puisse fonctionner, il faut autant de puissance gaz installée pour gérer l'intermittence de ces énergies. Dit simplement, si l'Allemagne n'a plus de gaz, alors ses éoliennes et ses panneaux solaires arrêtent de fonctionner, car vous avez un gros problème insurmontable d'équilibrage sur le réseau. C'est pour cela que la solution, c'était de faire du nucléaire et de l'hydroélectricité en masse. Mais comme pour des raisons politiques, l'Allemagne est sortie du nucléaire, elle se retrouve donc avec un énorme problème énergétique et elle se rend compte que les centaines de milliards dépensés dans l'éolien et le solaire ont peut-être été investis en pure perte. Tout cela est donc fort dommageable car pour relancer une filière nucléaire, l'Allemagne devra manger son chapeau publiquement déjà et ensuite gérer 10 à 15 ans de stress énergétique en attendant que les centrales nucléaires soient construites en quantité suffisante. À ce stade, vous comprenez pourquoi l'euro baisse et pourquoi les conseillers fédéraux suisses appellent la population à faire des stocks de fuel. Encore une fois, si nous crions au loup ouvertement, ce n'est pas pour rien. Nous avons vraiment la trouille et cela fait des années que nous voyons cette crise venir. Là aussi, ce n'est pas un effet de manche et mon parcours personnel le prouve. En 2019, on a pris la décision avec ma femme de quitter Lyon car je l'avais convaincu que les grandes villes en France avaient un grand risque de devenir des souricières dès lors que l'on aurait des problèmes de pénurie d'énergie et de biens de consommation. La raison est simple, une ville c'est par essence un enchevêtrement de réseaux d'approvisionnement. Une ville ne produit pas ce qu'elle consomme, elle produit des services qu'elle valorise dans le pays ou à l'international pour créer de la valeur et pouvoir
acheter à l'extérieur ce dont elle a besoin pour vivre. Je ne vous raconte pas des salades a posteriori, et vous pouvez le voir sur cette vidéo de décembre 2019 où je vous explique toutes les raisons de notre déménagement dans le Jura en mars 2020. Tout est authentique, y compris les vignettes des vidéos que je faisais moi-même à l'époque, et ça se voit bien. Pensez bien qu'en cas de crise, rappelez-vous, une raffinerie bloquée un peu trop longtemps, ça peut vous mettre des stations essence complètement en rade au bout de quelques jours, comme on l'a déjà vu. Et en ville, au bout de 3 jours, il n'y a plus rien dans les supermarchés. Quand vous êtes à la campagne et que vous avez au moins un mois devant vous en produits, alors pas très frais effectivement, mais en produits de base, si le supermarché il ferme une semaine, franchement, vous vous en fichez. Le stockage, c'est quelque chose qu'on a oublié dans les villes, mais les anciens le savaient bien, ça donne de la résilience. Et moi j'ai toujours vu ma grand-mère avec le pépé qui achetait du sucre et de la farine pour 3-4 mois d'avance. Parce qu'ils avaient eu une expérience de la guerre et qu'ils savaient ce que ça vaut de la farine et du sucre quand il y a une pénurie. C'est la même chose pour le cadrage. À l'époque, j'ai axé cette vidéo sur les solutions plutôt que sur la peur de l'effondrement, car le but était d'inciter à l'action et non pas de faire une énième vidéo sur on est tous foutus. L'avenir nous a appris que nous avons eu le nez creux puisque nous avons déménagé la veille du confinement de 2020. Nous avions une jolie maison de 200 mètres carrés avec 2000 mètres carrés de jardin dans un village de 150 habitants où nous avons fait beaucoup de barbecue avec les voisins et qui a permis à mes enfants de vivre dans la nature de façon plutôt sympa. Le grand jeu pendant le confinement, c'était les courses d'escargots près de la fontaine car nous avions la chance d'avoir une fontaine. J'ai également eu mon côté Charles Ingalls puisque j'ai fait des buts de permaculture histoire de voir et de pousser au bout ce concept de résilience alimentaire. Poser quelques ratios, se rendre compte du travail que c'est, etc. Bref, une expérimentation de plus. Et puis au final, on en a eu marre, surtout moi je dois vous dire, et l'administration française a fini d'achever mon envie de rester en France. Le choix était simple, soit nous vivions à la campagne en France, en bon rentier, car travailler plus n'aurait conduit qu'à payer plus d'impôts et à subir le carcan légal en France en ce qui concerne l'entrepreneuriat, ou alors choisir de se développer pour de vrai et partir en Suisse. Dans ce cas, on fait le pari inverse, que l'on peut habiter dans une ville car la Suisse est un des pays les plus riches au monde et qu'il est tout à fait réaliste de penser que les pénuries n'arriveront pas jusque-là. En cas de coup dur, le principe c'est que les prix montent fortement, comme on le voit en ce moment, mais si vous travaillez dur et que vous gagnez suffisamment d'argent, vous pouvez vous permettre d'acheter plus cher. Donc d'un côté vous avez le choix résilience personnelle à la campagne, avec un budget raisonnable, ou alors habiter en ville dans un pays riche pour gagner beaucoup d'argent afin de pouvoir vous payer ce qui arrive dans les magasins avec des prix très élevés. C'est deux options parmi lesquelles vous pouvez choisir. Suite à la crise du Covid qui a relancé l'attrait de l'immobilier à la campagne, comme j'en fais régulièrement la promotion depuis 3 ans sur cette chaîne, nous avons vendu la maison avant même d'avoir mis une annonce en agence. Et nous l'avons vendue plus cher en faisant une plus-value. Nous avons donc quitté la France officiellement au 1er juillet 2021 pour aller nous installer en Suisse et monter des entreprises autour de la crypto, chose impensable en France tant il est fait la chasse aux entrepreneurs qui osent toucher à ces actifs maudits par l'Union européenne. Et j'exagère à peine. Voilà, si je vous raconte un peu ma vie, c'est pour vous montrer que ce que je vous raconte dans ma lettre, c'est ce que j'ai expérimenté sur moi et qui a fonctionné. Dans le dossier de ce mois, je vous donne une synthèse de mes recettes pour mettre votre patrimoine à l'abri des banquiers. Par contre, il faut bien comprendre, que ce soit dans le cas du déménagement dans le Jura ou de l'achat d'obligations chinoises ou toutes les autres idées qui ont très bien marché pour moi, elles ont toujours été vues comme farfelues, voire très risquées avant qu'elles réussissent. C'est le propre de l'anticipation, adopter des stratégies originales en mesurant sa prise de risque. Par contre, si vous avez l'esprit ouvert, eh bien je vous propose une synthèse de tout ce que j'ai mis en place. Dernière chose, une bonne idée est une idée qui a été préparée en avance. Ouvrir des comptes, réfléchir sur son projet de vie ou acheter des actifs qui ne sont pas par défaut chez tous les brokers demande un peu de temps de mise en œuvre, surtout de temps administratif. Je pense que nous avons encore l'été devant nous sans trop de problèmes, car pour qu'une crise se déploie vraiment, il faut que les décideurs et acteurs de marché ne soient pas en vacances, il faut qu'ils soient au bureau pour prendre leurs mauvaises décisions. La fin juillet et le mois d'août devraient donc nous permettre d'avoir un temps d'accalmie pendant lequel nous pouvons avoir encore l'opportunité de réfléchir et de mettre nos affaires en ordre. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!